Un invité. Un mot, une conversation. Un invité, un mot, Une conversation. les lundis du 1. Bienvenue dans les lundis du 1, le podcast qui prend le temps de la conversation. Dans chaque épisode, Éric Fotorino reçoit un grand invité qui, à travers un mot, éclaire notre époque. Pour cette rencontre, le photographe et réalisateur Raymond Depardon, invité d'Éric Fotorino, a choisi le mot « cadré ». Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, nous avons cette grande chance d'accueillir Raymond Depardon. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est une grande joie pour nous tous. Oui, je ne sais pas si... je vais essayer d'être à la hauteur. Mais tu seras... à chaque fois, on demande à un invité de trouver un mot qui pourrait être sinon le fil rouge, mais en tout cas un objet de conversation entre nous. Et quand je t'ai posé cette question, tu as assez vite répondu. Tu m'as dit cadrer, le cadrage, ça m'intéresse de parler de ça. Est-ce que cadrer, c'est se donner de la liberté ? On a le sentiment que quand on cadre, on rétrécit un peu le champ. Qu'est-ce que c'est pour toi de cadrer ? C'est donner un point de vue dans le réel. Ce qui est forcément à la fois la position du photographe, elle est assez particulière, le photographe. Moi qui ai été aussi caméraman, c'est pas la même chose, quoi. C'est-à-dire le réel est tellement insaisissable, difficile, comme ça. On doit un petit peu être modeste face au réel, ce qui se passe. Donc, on se tait. Et puis il y a une évolution. C'est pour ça que j'ai voulu que la première photo soit la photo que Henri a fait en 64. Alors voilà, on est rentré tout de suite, vous avez vu, dans le vif du sujet. Alors, parce que, voilà, bien sûr, j'ai demandé à Raymond de choisir quelques photos. Alors vous verrez, il y a des photos qui sont un peu difficiles. On n'y passera pas trop de temps dessus. Et puis d'autres, je lui ai fait quelques surprises. On commence avec cette photo de Jean-Paul Sartre, d'Henri Cartier-Bresson. Cette photo, le monde est en train de changer. L'approche des photos est un peu en train de changer à cause des téléphones. Les téléphones font des photos en hauteur. Donc d'un seul coup, voilà, en 1946, Henri fait une photo comme s'il avait un téléphone de la Silicon Valley, oui, je sais pas quoi. Il a un Leica sans doute, mais c'est la hauteur. Et la hauteur, je suis en train de travailler sur le désert en ce moment, sur l'Afrique. Oui, on reviendra sur le Sahara, bien sûr. Je me suis aperçu que la hauteur était moins colonialiste que la largeur. Alors, je vais m'expliquer, parce que quand je dis ça, tout le monde me dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Oui, alors j'ai fait, comme beaucoup de photographes, de jeunes photographes, j'ai fait toutes les largeurs. Pourquoi ? Parce que c'était la double d'un match. C'était le fragonard. Je ne sais pas si le fragonard est plus en hauteur ou plus en largeur, mais peu importe. La bonne photo, voilà, elle était en largeur. Et alors, un peu pour des choses différentes, toujours les rédacteurs en chef vous disaient « N'oublie pas de faire des hauteurs pour les couvertures. » Couverture des magazines. Et alors, moi, je me souviens que, par exemple, au Tchad, là, j'ai beaucoup de femmes en hauteur. Pourquoi ? Alors, d'un seul coup, effectivement, quand je les regarde maintenant, j'ai des hommes en largeur, en horizontal, et des femmes en hauteur. Et donc, du coup, c'est pas du tout la même approche. Tu veux dire que la largeur est un peu le modèle occidental ? Oui. Qu'on voit au Louvre, par exemple ? Oui, voilà. Sur des grandes œuvres, bien sûr, et sur les orientalistes aussi, sur la peinture orientaliste. Il y a quelques auteurs, mais plutôt... moi, je les ai découverts récemment, très tardivement. Et je me suis dit, c'est très intéressant la hauteur, quoi. Et j'ai commencé à regarder mes photos et je me suis dit, il faudrait que je fasse un livre en hauteur. Et je pense qu'il n'aura pas le même aspect que si je le faisais en largeur. Donc, je suis parti de ce... Parce que comme il y a un mot comme ça, global sud, moi j'ai dit vertical sud. Comme en ce moment, notre relation avec les pays africains sont un peu particuliers.
au Tchad, au Niger, au Mali, tous les pays que je connais, Algérie. Donc une distance, peut-être même un divorce, Oui, une rancœur. c'est vrai que moi, je suis vraiment un photographe de la décolonisation, puisque je suis arrivé en 60, et j'étais un petit photographe, on m'a dit, allez hop, et que les photographes en avaient marre de partir en Algérie, quoi. Ouais. Et alors, je me suis retrouvé en Algérie très vite, et puis, j'ai plutôt été bien reçu, très très bien reçu, parce que comme je n'avais pas fait d'études pour apprendre la photo, donc je n'avais pas fait de lycée ni de collège, donc je ne parlais pas l'anglais, bien sûr. Et donc, je ne parlais que le français. Et c'était formidable, parce que dans tous ces pays-là, le français, ils étaient très contents de me parler en français. Et puis, il y avait quelque chose d'assez très touchant dans le français, quoi. La façon qu'ils... Magnifique, parce que, par exemple, au Tchad, je l'ai su après, parce qu'il y en a qui parlaient très très bien le français, je dis oui. Ils m'ont dit, ouais, et mission protestante, c'est la mission protestante que j'ai appris le français, quoi. Un peu comme à la campagne aussi. Mes parents parlaient un petit peu différemment que la ville, c'est sûr. Et moi, je sais qu'au Tchad, j'ai repris comme ça, parce que souvent, les combattants qui étaient avec moi, là, du Frolina, ils me disaient, d'un seul coup, ils étaient une tendresse incroyable, ils disaient, comment ça va avec la douleur, Raymond? Comment ça va avec la douleur? Tu as d'ailleurs écrit un livre plus tard, Afrique, comment ça va avec la douleur? Oui, parce qu'ils se servaient du mot douleur comme ça, d'une manière totalement différente. Pas paniquéenne, quoi. Mais alors là, tu parles de quelque chose qui est très important. On va naviguer évidemment dans tes choix, mais c'est la confiance. Comment tu as senti qu'il fallait, pour photographier, surtout des gens, il fallait avoir gagné leur confiance? Et comment as-tu, j'allais te dire, comment ça allait avec la timidité? Parce que toi, au départ, tu es un homme timide, un jeune homme timide. Peut-être tu te caches un peu derrière ton appareil, mais en tout cas, approcher, aller très près, ça t'est difficile. Oui, j'étais dans une contradiction qui est toujours là. Hein. C'est la contradiction. Je vois bien que les grands photographes, les grands témoins de la photographie, comme Henri et comme d'autres... Henri Cartier-Bresson, oui. Ils essaient qu'il n'y ait pas de regard caméra, quoi. Et qu'on les oublie, et que tout ça se fait un peu sans la présence du photographe. Que le photographe ne perturbe pas. Moi, j'ai appris ça aussi par rapport au cinéma. Oui. J'ai découvert que dans les années 60, il y a 2-3 Américains comme ça, comme Leacock, qui ont commencé à faire des films sur Kennedy, sur la campagne de Kennedy, oui, en étant dans un cinéma direct, donc laisser tourner, pas d'interview, on laisse venir les choses. Et j'ai donc appris à être un parfait abat-jour, ou porte-manteau, bouge pas. On ne te voit pas, on ne sait même et pas. Et j'ai eu la chance de rencontrer Claudine, qui, elle, au son aussi, bougeait pas. C'est assez compliqué, parce que quand les gens, dans les commissariats ou dans les urgences, tout ça, les gens qui parlent comme ça, n'importe comment, ils auraient parlé à l'infirmière, à qui que ce soit, ils cherchent du regard quelqu'un. Alors moi, je suis tranquille parce que la caméra me cache. Mais Claudine, elle a plus de problèmes parce que... Claudine Nogaret, l'épouse de Raymond, qui depuis plus de 40 ans, voilà, donc, co-signent ensemble, ils font ensemble tout ça pour dire que... Donc il y a d'un côté la photographie comme ça, qui a une aristocratie, qui a un style, qui est cadré, avec intelligence politique. Et puis d'autres situations d'actualité. Les gens, ils sont là devant vous, donc pas question de se dissimuler, oui, pas question de se cacher. Donc, et très vite, moi, je me rappelle, j'ai commencé comme ça. Hein, donc, les gens vous interpellent et puis ils vous voient. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas faire du Cartier-Bresson, c'est pas possible. Je ne peux pas attendre comme ça. Que... Oui. Alors, d'autant plus que moi, je suis passé dans plusieurs agences, comme Gamma et puis après Magnum aujourd'hui. À la fois, je peux comprendre les situations. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est un peu on est tiraillé. Oui. Mais précisément, je me souviens d'une phrase de Robert Capa, que tu as évidemment été très proche avec cette grande agence de presse, qui disait « Quand une photo n'est pas bonne, c'est qu'on n'était pas assez près ». Oui. Jusqu'où on peut s'approcher? Bon, lui, il est mort de ça, peut-être d'avoir été trop près. Alors, il y a des raisons techniques. Parce que le cadre, on n'en parle pas trop souvent. Mais bon, voilà. Ouais. Et le cadre a changé. Alors, je vous parlais du téléphone tout à l'heure. Il y a hauteur.
Mais je parle aussi l'événement le plus important qui a correspondu aussi à un moment donné à un progrès technique, c'est le Vietnam. Pourquoi? Alors le Vietnam... C'est terrible de dire que le Vietnam a correspondu à un progrès technique. On a travaillé différemment et puis ça a été un événement important. Alors, il y a d'abord 2-3 grands fabricants d'optiques. C'est-à-dire qu'au Vietnam, d'un seul coup, est arrivé des optiques grand angle. Alors, il faut savoir que nous, on n'est pas très omnibulés par la fabrique des optiques, mais les Allemands, oui. Donc arrive le grand angle. Donc il y a un docteur, le fameux docteur Schneider, qui est cinglé des optiques. Et on peut quand même aussi, nous, par exemple, quand on voit les photos d'Adjet, la force d'Adjet, c'est que les grands angles dans des cours comme ça de Paris, dans les rues de Paris, c'est hallucinant, quoi. C'est formidable, quoi. On voit tout. Et donc ça donne une modernité. Parce que de voir tout, ça change tout. Alors, tous les photographes qui ont couvert le Vietnam, et ils sont un certain nombre de grands talentueux, surtout des Anglais, mais McCullin, mais des Américains, bien sûr, Philip John Griffith, ils ont été, comme ils disent, embedded. Ouais, c'est-à-dire que vous voulez faire des photos, vous venez avec... avec la troupe. Avec la troupe, et donc tu pars avec des soldats, puis les soldats sont à côté de toi, et puis d'un seul coup, tu as l'attaque, tu es avec eux, quoi. Oui. Et moi, je sais que ça a été mon cas aussi, par exemple, à Beyrouth. Une photo que j'avais jamais faite de ma vie. On m'a dit il faut passer avec un passeur, parce qu'il y a des tireurs d'élite planqués de partout. Et donc, pour rejoindre le camp chrétien, il faut que tu vas passer avec le passeur. Tu ne vas pas passer après, tu vas passer avec lui, parce que sinon un tireur d'élite va t'attendre, parce qu'ils savent qu'il y en a... Et te viser toi. Donc j'ai commencé à passer comme ça, et puis effectivement j'ai fait des photos. Et j'ai fait des photos parce qu'il y a un très grand angle d'une qualité hallucinante qui est chez Leica, mais il y en a d'autres. Hein. Et puis, il y a aussi... Alors, les gens de l'Est, il faut savoir que les cinglés de l'optique, les Zeiss Ikon, ou les Siena, ils ont été partagés au moment du partage de l'Allemagne, et c'était sur l'Allemagne de l'Est. Ils étaient à Jena. Et alors, nous, on n'avait pas le droit. Un ami à nous qu'on connaît, bien sûr, Joseph Koudelka, qui est jeune photographe, et il a le Flectogon, une optique insensée, fait par les... Voilà Koudelka. Voilà. Déforme pas. C'est 1,50 m dedans. Et puis, il y a un truc quand même que j'oublie de dire, et que nous connaissons tous, c'est quand même Orson Welles avec Citizen Kane. Mais au grand angle, on est à quelle distance? Est-ce qu'on est... Ça, c'est effectivement, moi, quand j'ai commencé en 60, il n'y avait pas de grand angle de qualité. Donc, on était tous à 2 mètres, 2 mètres 50. Ouais. Réflexe, tout ça, 3 mètres. Et puis, on s'est approché. Et puis, il y a eu des grandes photos, de fait. Et puis, d'un seul coup, ça s'est déporté aussi sur autre chose que la guerre et qu'autre chose que des gitans. Et là, c'est là qu'on voit apparaître un événement assez banal, mais qui a son rôle, c'est le Biafra. On voit un photographe anglais qui s'appelle Don McCullin, et lui, il ose le grand angle avec des gens pauvres. Ça, c'est, voilà. Gonflé, hein. Moi, j'ai été au Biafra, j'ai pas osé faire ça. Hein. C'est un grand angle comme ça. Et ça, c'est des photos qui vont paraître dans la presse et qui vont remuer les consciences. Les journaux, les suppléments anglais, avant même Paris Match et avant Life, ils sont très en avance. Et donc, il y a aussi, je fais une petite parenthèse parce que j'y pense, je suis désolé, mais il y a les caméramens de l'armée rouge à Auschwitz aussi. Alors, ils n'avaient pas de grand angle, mais c'était des super bons caméramens. C'était tous des mecs qui avaient tous vu leurs pères, les pères spirituels, les grands du cinéma. Le film qui est, si un jour vous allez à Auschwitz et vous demandez, on vous le projette comme ça, le film de l'armée rouge est hallucinant. Oui. Parce que c'est tous des plans, ils s'approchent des gens, ils rentrent dedans. Oui. Toi, tu dirais, moi, je bouge pas, je reste loin. C'est des gens qui ont tellement eu de douleur que... Non, bon.
Mais Et un peu comme Maculine Ouais. fait ça au Biafra. Ou Gilles Caron aussi, bien sûr. Et moi, je sais que j'étais avec Gilles, j'avais une caméra... Avec Gilles Caron, donc. Gilles Caron, j'étais avec une Aton, une caméra, et c'était un cadre carré, comme ça, pour la télé. Oui. Et je ne pouvais rien faire. Là, je pensais bien sûr à Eisenstein, je pensais à Kubrick, tu penses à plein de gens, quoi, parce qu'il y a des gens quand même il y a des sacrés cinéastes comme ça qui ont fait avancer les choses et qui ont aussi, pareil que dans la situation du Vietnam, donnent à voir, parce que tu ne peux pas tricher avec un grand angle. Tu ne peux pas masquer quelque chose. Tu es avec eux, et tu es complice, et tu es aussi quand même, dans un certain sens, oui, complice, même plus que complice, quoi. Tu es avec eux, quoi. Tu dis, tu prends la balle, tu la prends en même temps qu'eux, quoi. Effectivement, on aurait aimé que ces gens qui m'ont accueilli avec tellement de gentillesse dans les années 60 en Algérie et dans l'Afrique, si j'avais été 20 ans plus tôt, j'aurais peut-être fait des combats avec eux. Et si j'avais pris des risques avec eux, ils m'en seraient un peu reconnaissants. Et les caméramans étaient loin toujours, quoi. Oui. Mais ces photos de Griffith, par exemple, ou de McCullin, est-ce qu'elles ont changé le regard? Est-ce que tu as le sentiment qu'elles ont changé ton regard à toi de photographe, mais qu'elles ont changé aussi le regard de l'opinion? Non, mais le cadre, il change le regard, quoi. C'est évident, quoi. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, faire des photos en hauteur, ça change tout, quoi. Dans les agences, on disait un fragonard. Alors, un fragonard, bon, parce que tout s'équilibre magnifiquement bien. Ouais. Et puis, il y a une harmonie. Et c'est presque de la peinture, bien sûr, quand vous allez... Moi, je me souviens, j'étais avec Joseph Koudelka à l'Ufficio de Florence. Et il m'a dit, on va faire un exercice. Tu pars 1 heure dans le musée, moi aussi, et au retour, on montre les photos qu'on aime le mieux, quoi, les peintures qu'on aime le mieux. Aux offices, alors, à la galerie des offices. Alors là, avec Joseph, là, tous ces photographes, toutes ces écoles-là étaient très Uccello, bien sûr, plein de choses comme ça, des choses très compliquées, mais il y a toujours une harmonie, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un bon exercice et ça cadré, c'est pas innocent, quoi. Oui. Même avec nos amis, moi je le vois, j'ai une coopérative, je vois bien que certains anglo-saxons, américains particulièrement, cadrent pas pareil que nous, quoi. Oui. Ils ont été très en avance à un moment, en ayant récupéré nos appareils, puisque c'est nous qui les avions un peu inventés. Et toute la période de Walker Evans, tout ça, Dorothy Land, ils ont été assez inventifs et à la fois un peu aussi Cartier-Bresson. C'est-à-dire qu'il y a un peu de retenue. Ça n'avançait pas trop. Oui. Ils ont bien fait avancer les choses. Mais bon, surtout, c'est les gens de l'Est, quoi. Les gens de l'Est... j'ai fait Yann Palach, par exemple, quand il s'est immolé. Alors, je me suis dit, bon, ben, là, je vais pouvoir prendre mon pied comme un cinéaste russe. Alors, j'ai avancé, quoi. Les étudiants, là, comme ça. Et puis, je voyais des photographes tchèques, là, à côté de moi. Wow. Alors, eux, ils allaient 3 fois plus loin, quoi. Ah oui. Moi, j'aurais jamais osé, quoi. Ils arrivaient à décadrer, d'abord. Décadrer. Nous, on n'osait pas décadrer. Décadrer, alors, ça veut dire? Ouais, voilà. Donc, c'est un geste. Voilà. Non, mais peut-être c'est un peu ennuyeux pour tout le monde, mais c'est pourtant, aujourd'hui, très précis. c'est ça, parce que tout ce qui se passe dans le monde, et que ça soit Trump ou Macron, par rapport à des hommes comme ça, aussi, il y a quelque chose qui est lié avec le cadre. Ce podcast vous est proposé par le 1 Hebdo, l'hebdomadaire qui décrypte l'actualité en 1 heure de lecture. Retrouvez le 1 Hebdo chaque semaine, en kiosque et en librairie, et à l'abonnement sur le 1hebdo.fr. Vous pouvez assister au lundi du 1, chaque mois, à la bourse de commerce Pinot Collection. Pour rester informé, abonnez-vous à notre newsletter La Lettre du 1.
Moi, je sais que j'ai eu la chance de photographier des hommes politiques. Et il y a des moments où je me disais, il ne faut pas que je le rate, parce que je l'aimais bien. Puis des fois, je l'aimais moins bien. Bon. Alors là, tu me tends une perche, parce que précisément, tu es un de ces quelques photographes qui ont eu comme mission importante de faire le portrait officiel du président de la République. En l'occurrence, c'était François Hollande. Qu'est-ce qui se passe quand on fait justement ce cadre? Dans mon souvenir, il est en bas du jardin de l'Élysée. On voit l'Élysée comme une maison extérieure. Comment ça se passe? Ben, le problème, c'est de faire la chose la plus simple et que la simplicité soit bonne. Que la simplicité soit bonne. Et alors, c'est comment... dur parce que en fait, tu reviens bien sûr à la peinture. Donc tu cherches magnifique. À faire un tableau? J'ai su, alors c'est une nouvelle pour moi incroyable. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, j'étais à Lyon, il m'a dit, vous savez que vous avez la ferme du Garret, c'est à peine 1 kilomètre à vol d'oiseau de là où est né Étienne Carjat, à Farin. Alors j'ai dit, oui, mais moi j'ai jamais fait de portrait. Ils m'ont dit, c'est pas vrai, vous avez fait les ouvriers agricoles de votre père. Et c'est vrai que je me suis jamais positionné comme un cadreur. Et d'un seul coup, ça a changé un peu ma vie, parce que je me suis dit, mais... Et puis j'ai commencé à voir, Baudelaire, tout le monde, enfin Baudelaire... de Najjar. Étienne Carjat, bon, il a fait des photos bien incroyables. Sûr, bien sûr. Donc 1 kilomètre de la ferme du Garret, dont on peut rappeler... Je m'étais dit, on ne va pas commencer par la ferme du Garret, mais c'est toi qui m'y emmène. Donc cette ferme du Garret, tu nous en dis un mot quand même. Oui, bah, c'est vrai que j'ai eu cette chance, hein, parce que maintenant... malheureusement, on a vu avec les films qu'on a fait avec Claudine... du monde pays, sur le monde à un paysan. moment donné, on est parti tôt, heureusement, parce qu'on est parti à un moment où tout le monde nous disait, dans les chaînes de télévision, tu nous embêtes, Raymond, avec tes paysans, là, quoi. Non, merde. On en a marre, quoi. Bon. Et puis, c'est vrai que tout le monde en avait marre. Et c'est vrai qu'aussi, j'ai eu la chance... avec Claudine, on a rencontré une personne, Catherine Lamour, et j'ai dit, je ne sais pas comment on va faire, parce que vous savez très bien que la télévision, c'est formaté. Et j'ai dit, il faut au moins 10 ans pour suivre une ferme. La transmission, voilà. Donc, ferme familiale de Raymond Oui, bien Depardon. sûr. Et donc, moi, pendant très longtemps, je sentais que j'avais la responsabilité de reprendre la ferme. Et je me disais, mais je ne peux pas, quoi. Parce que c'est une passion, quoi. Donc c'est ton frère qui l'a reprise. Ça, ouais. Et toi, tu as photographié ton père. Ouais, voilà. Et en tous les cas, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais tu disais à 1 kilomètre de cette ferme du Garret, je voulais pour le public rappeler qu'est-ce qu'était l'importance que revêtait pour toi la ferme du Garret, et évidemment l'importance qu'a représenté ce monde paysan pour toi. Oui, alors donc, oui, c'est ça. Canal m'a dit, faites 3 films au lieu d'1. Ça, formidable. Parce qu'effectivement... Et vous avez fait les 3 films. Donc on a fait sur 10 ans 3 films. Oui. Et donc, j'ai dit, bon, l'approche des paysans comme ça, des Sévenols dans les Cévennes, ou en Haute-Loire, ou dans... C'était rude. Et à un moment, le miracle arrive, le Graal. Le gars, il te dit, je suis content de vous voir. Wow. Alors là, tu as gagné la... Oui. Et alors, c'est compliqué parce que on pourrait penser qu'il faut venir sans caméra pour faire cette approche. Eh bien, pas du tout. Si quelqu'un dans la salle doit un jour faire des approches comme ça, il ne faut surtout pas... Parce que si vous, un jour, 2 ans après, vous arrivez avec une caméra, le gars, il dit... Pas comme ça. Alors là, il y a tricherie. Là. Donc il faut toujours montrer qu'on a un appareil photo. Oui, parce qu'il me disait, mais vous... Alors, c'est assez facile pour moi d'avoir toujours un appareil photo, bien sûr. Il me disait, vous êtes complètement obsédé, quoi. Vous êtes barge, quoi. Oui. Et je lui dis, mais vous, avec votre couteau, votre bâton et tout, je me moquais d'eux aussi, parce qu'il fallait bien que... Ils sont toujours dans la poche ou à portée de main. Oui, bon, voilà, et donc... mais, je ne sais pas, même si tu t'en sers pas, tu le poses sur la table. Il est là. Et le jour où tu arrives avec
une ou deux personnes, en l'occurrence c'était que Claudine, on est arrivé à deux, voilà, il n'y avait pas de changement. Mais alors ça, c'est une question que je vais te poser parce que je t'ai déjà vu faire. Je me souviens à une époque au Monde, au journal Le Monde, on t'avait commandé une photo par jour pendant des campagnes présidentielles et tu faisais une photo assez inattendue d'un politique, d'un candidat, etc. Mais quelquefois, je me suis retrouvé dans des salles où tu devais photographier des politiques et on s'en rendait pas compte. Et je suis sûr qu'eux-mêmes ne se rendaient pas compte que tu les avais photographiés. Et parce que tu avais ton appareil autour du cou, tu parlais, etc. Comment tu as fait ce travail de caméléon, de te fondre, au point qu'on en oublie qu'on est face à Raymond Depardon qui est là pour photographier? Oui. Ça ne marche pas à tous les coups. Ouais. Moi, ce que j'avais vu, ça avait marché. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont retors. Hein. Mitterrand, d'ailleurs. Mitterrand. Oui. Bon. On est entre nous. Hein. Giscard, pas trop. Oui. Enfin, Giscard, pas trop, non? Oui, mais enfin, Giscard, il t'a fait un autre coup, lui. Ah, oui, mais ben, oui. On va en dire un mot Oui, quand même. mais bon, voilà. Mais celui que j'ai été le plus impressionné, parce que je me suis dit, il ne faut pas que je me plante, c'est Rocard. Ouais. Parce que je me suis dit, merde, je ne peux pas le rater, lui. Il pleuvait, c'était épouvantable. Un jour de novembre, ciel bas. Il me dit, il y avait une voiture et on allait à Conflans-Sainte-Honorine. Je me suis dit, il va y avoir que des arbres avec des sans feuilles, quoi. Là, pour plomber, là, et il sera... Il est foutu, quoi, là. Et donc, on s'est arrêté alors, sur un monument qui est vraiment, vraiment mussolinien. Ah oui. C'est le Trocadéro. Ouais. Et l'avantage du Trocadéro, c'est quand il joue un jour de pluie, c'est tout gris comme ça, les escaliers, les murs, tout est... Enfin, c'est moderne, quoi. Oui. Mitterrand, alors ça c'est autre chose, Mitterrand, mais on m'a dit, voilà, c'est la première année, il faudrait faire un film sur sa première année, il faudrait faire quelque chose, en photo, cinéma, peu importe. J'ai dit oui, puis je suis arrivé dans son bureau, j'ai posé un magnétophone, et je me suis mis au fond du bureau et j'ai tourné. Et puis après je me suis levé, je suis venu le voir et j'ai dit, bon voilà, c'est fini. Et il m'a dit, j'espère que vous n'avez pas pris de son. Et alors, j'ai jamais écouté parce que j'aurais pu, je sais plus à qui il appelait, quoi. Ouais. Sans doute une femme. T'as oublié. Oui. Et lui, il croyait que j'étais muet, quoi. J'étais en cinéma muet. Non, mais voilà, il arrive comme ça des choses. Quelquefois, t'es coincé, tu sais plus quoi faire. Par exemple, Mitterrand, mais justement dans son bureau, tout a été fait, quoi, le bureau. Et puis je vois un balcon, et j'ai dit, on va faire une photo sur le balcon. Et j'avais un grand angle, rare, un grand angle rarissime, un Schneider sur 6-9. Wow, magnifique. Et donc il ne déformait pas, et on voyait vraiment tout le jardin. Ah oui. Et quand il est mort, Mitterrand, ça a été la une du Monde, c'était ma photo. Donc, voilà, parce donc qu'on des fois, il faut savoir attendre comme ça. Et oui. Puis, voilà. Alors, un pour lequel tu as attendu longtemps, donc, c'est ce film qui devait s'appeler au début 50,81%, oui, et qui est devenu partie de campagne, dans mon souvenir. Oui, oui. Donc un film sur Valéry Giscard d'Estaing, sur la campagne de Giscard, que tu filmes. Tu faisais des photos aussi? Non. Non, c'était vraiment... C'était Burnett qui faisait des photos. Et c'est un film d'une modernité invraisemblable, et tellement moderne et tellement vrai, que Giscard ne veut pas voir cette vérité. Tu peux nous raconter un peu? Oui, bah c'est vrai que je me trouve dans un avion pour aller à Chamalières, et puis il me donne un magazine, et il n'avait que Time. Il me dit, voilà, donc, pour me dire qu'il ne fallait pas que j'essaye de parler, d'avoir une conversation. Oui, pour te faire taire. Et au retour, c'est le contraire. L'hôtesse vient, est-ce que je peux vous servir quelque chose à boire? Et il se tourne vers moi et me dit, bah oui, du champagne. Et on n'avait pas mangé. Et on est dans un petit jet très confortable, et on boit de ce champagne. Et là, il commence à parler.
une merveille, quoi. Tu te dis, wow, toute la France est là, comme ça, et une merveille par le son. Mais tu tournes? Non, je ne tournais pas, je n'avais pas de caméra. Ah, oui, d'accord. Et comment s'est fait le moment où tu lui dis, je vais vous filmer? Tu lui demandes, tu lui dis, oui, j'ai dit, il faudrait faire un film. Alors, bien sûr, ça c'est la guerre, un petit peu entre nous et la télé. Bien sûr, il me dit, mais la télé va faire un film. Je dis, méfiez-vous de la télé. Ils vont jeter tout ce qu'ils ne passent pas à l'antenne. Ouais. C'est un peu vrai d'ailleurs. Et à l'époque, c'était en film encore. On était encore en film. Ah bon? Et puis, là, je lui ai sorti un truc, je ne peux plus vous dire ce que je lui ai dit, mais j'ai sorti un truc qui a été bouche bée. J'ai dit, il y a le Conseil d'État qui va gérer ça, et il y a les chronos, et c'est pas possible. Ah, mais c'est vrai. Il n'y a pas pensé, quoi, parce que les autres candidats, ils sont chronométrés. Chronométrés, ben oui. Et ça coûte cher, bien sûr. Il m'a dit, ça coûte cher. Il m'a dit, mais vous avez déjà fait des films? Et je lui ai dit, oui, et je peux vous le montrer. Et je lui ai montré Yann Palach, qui est effectivement un film muet, comme ça, avec tout un peuple. En plus, les gens de Prague, ils sont impressionnants, comme ça, qui pleurent un peu, le gars qui s'est immolé sur la place Venceslas. Et donc, lui, c'est un peu projeté comme un Yann Palach, oui. Et puis... le truc, c'était, il fallait mettre en application des choses que j'avais lues, mais que je n'avais jamais fait. C'est-à-dire, pas bouger, tourner. Je vous disais tout à l'heure, l'abat-jour, le parfait porte-manteau. Te faire oublier. Se faire oublier et à la fois rester longtemps comme ça, ne pas parler. Il y a des caméramans qui parlent trop, quoi. Et on a atteint avec Claudine plus tard, parce que peut-être plus dur que Giscard, c'était les vieux garçons Sévenol, les Cévenol. Ah oui. L'Auvergnat était moins dur que le Sévenol. Oui, les Sévenol, ils sont durs. Et... Si on termine sur Giscard, donc tu tournes ce film, oui, que je vous recommande, que je vous conseille, je pense qu'on peut le voir par l'INA, j'imagine, aujourd'hui. Oui. Et Giscard en interdit la diffusion. Ça va être interdit jusqu'en 2002. Pourquoi il ne veut pas qu'on le voie? Je me rappelle, on projetait ça au Club 13, et il s'enfonçait dans le fauteuil dès qu'il entendait des trucs. Il n'y avait personne qui riait, parce qu'on était tout seuls. Oui. Après, donc, quand il y avait la foule, quand la salle était pleine, ça rigolait, quoi. Mais il ne s'était jamais entendu parler. Oui. C'était le cas un peu de tout le monde à cette époque. Hein. On n'avait pas de vidéo pour se voir. Beaucoup moins de... Maintenant, on peut faire un petit film avec un téléphone. Donc, les gens n'avaient pas du tout l'habitude. Ah, c'est moi. Je me rappelle les gens, surtout à la voix. On ne s'assumait pas, peut-être aussi. Moi, c'est vrai qu'aussi, ça m'a valu des remarques. D'ailleurs, si j'y pense là maintenant, parce que... Même de dos, je m'en foutais, je tournais. Quand j'ai fait la commande pour Le Monde, Bérou, actuellement, il m'a dit, de pardon, vous ne me photographiez pas de dos. C'était drôle, mais j'ai la réputation, quoi. Mais, oui. Parce qu'en fait, quand tu es caméraman, tu es un peu comme t'es comme un boxeur sur un ring. Ouais. Tu cherches la faille, boum. Tu cherches le trou et tu tournes. Oui. Et la photo, c'est pareil. C'est très proche de la boxe, alors. De la boxe. Oui. Bizarrement, alors que c'est pas du tout violent, la photo. Mais il y a quelque chose de... Oui, il y a une sorte de danse. Enfin, oui, c'est un peu on voit bien. de danse. Et c'est vrai qu'aussi, il y a une autre chose, c'est que ce film a été interdit donc, en 1974. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais me changer les idées. Et donc, je vais aller là où j'aime bien aller, et je suis heureux. Et j'avais vaguement entendu parler qu'il y avait une prise d'otage au nord du Tchad, et c'était des gens que j'avais vus déjà, et j'avais été prisonnier et gardé, enfin... Les fameux rebelles Toubou. Les rebelles Toubou. Et donc, je suis parti là-bas. À un moment donné, on m'a empêché de faire mes photos, le film, la police, les services secrets, tout ça.
J'ai commencé à m'énerver. Et en plus, comme j'étais membre de Gamma, mais coopérative, donc j'avais un peu les moyens de faire ce qu'un photographe n'aurait pas pu faire. C'est-à-dire, bon, puisque c'est comme ça, louons un avion. Parce qu'il y avait Pierre Claus qui me disait, Raymond, en voiture, tu passeras pas. Parce qu'au début, je me souviens même, j'ai commencé en moto. C'est la folie, quoi. Et même en voiture, il en faut 2 ou 3. Et après, Pierre Claus, il m'a dit, mais louons un avion avec un long range. Les Californiens ont ça. Ça fait 1000 ou 2000 km d'autonomie. Et alors, d'un seul coup, Giscard a dit, mais qui est-ce qui a fait ça? C'est Depardieu. Donc ça faisait 2 fois. Ça pas aidé, bon, oui, ça faisait 2 fois. Parce que donc l'affaire Claustre, voilà. Qui est évidemment loin dans les mémoires, mais enfin, qui a été quelque chose, un événement assez important à cette époque-là. Donc c'est Françoise Claus qui a été enlevée par ces rebelles. Hissène Habré, le rôle d'Hissène Habré, évidemment, très important. Et d'une photographe qui était là, aussi sur place, qui est décédée il y a quelques années, quelques mois. Alors, je voulais te demander, Raymond, est-ce qu'on est tiraillé lorsque un jour on se trouve au Sahara, en Algérie, au Vietnam, sur des lieux de mort, comme on l'a vu un peu tout à l'heure, et puis tout d'un coup on va faire une première avec des vedettes sur les Champs-Élysées, il va y avoir, je ne sais pas, Jane Seberg. Tu as été là pour le tournage d'À bout de souffle, ce qu'on appelait pas encore le paparazzo, les paparazzi. Est-ce que tu as été ça aussi? Est-ce que tu as été à la fois le reporter de guerre, le photojournaliste, et en même temps le paparazzo, comme on le voit un peu dans la Dolce Vita avec Marcello Mastroianni? Alors, je viens d'apprendre, il y a quelques jours, que la Fédération des agences de presse souhaiterait que les agences de presse ne diffusent plus des photos à caractère paparazzi. Ah oui. Je trouve ça une connerie finie, parce que bien sûr qu'il y a eu des abus. Bien sûr qu'on le sait tous qu'il y a des abus en Italie, en France, particulièrement dans les faits divers, c'est quand même assez ça peut être glauque, oui. Mais par contre, la photo de Sartre, finalement, ça pourrait être une photo paparazzi. Un mec tu passes sur le pont des Arts, tu vois Sartre. Tu as fait une photo, quoi. Tu peux en faire une. Bon, bien sûr, c'est Henri qui l'a fait, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des grandes photos. On se trouve dans des situations comme ça d'attente. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a aussi, dans la photo, il y a un photographe qui représente bien ça, c'est Ouidji, un moment comme ça où ça peut être important. Oui. Je ne sais pas, mais même, par exemple, Bayrou qui sort ou quelqu'un d'autre, les socialistes qui sortent de l'Assemblée nationale, là, comme ça, une photo, tac, pour le Parisien, comme ça. Ça peut être important, quoi. Ça peut être important, parce que cette photo, on dira peut-être plus que des milliers de commentaires. Oui. Et elle est faite dans des conditions de paparazzi, au sens où s'arrête l'intimité. Par exemple, quand on a fondé l'agence Gamma, avec Gilles Caron, on s'est dit on va aller, pour plaisir, comme ça, tous les mercredis faire le Conseil des ministres. Oui. Et c'est ouvert, et il suffit d'avoir une carte de presse. Et c'est un exercice de style formidable. Les mecs qui sortent là, ils papotent encore. Tu te mets comment? Donc dans la cour de Matignon... Avec l'optique, oui, quelle optique tu as? Est-ce que tu prends un grand angle ou tu prends le 50 mm? Comment tu fais, quoi? Et en fait, il y a plein de choses qui se font là. Et en fait, tu n'es pas paparazzi puisque c'est officiel. Et puis, voilà. Mais après la porte, tu serais paparazzi. Et avant la porte, tu ne l'es pas. Donc c'est un peu bizarre. Et puis ces photos, moi je me rappelle... des époques comme ça, dans les années 68, 70, tout ce qui se passait, c'était important, quoi. C'était important. Oui, et puis il n'y avait pas l'image à répétition comme on connaît aujourd'hui. Maintenant, il y a une saturation de l'image. Donc, oui, bien sûr, d'interdire les photos à un caractère n'importe comment. Moi, par exemple, quand j'étais jeune photographe, j'ai bien vu que tout le monde était omnibulé par Brigitte Bardot. Donc, est-ce que tu es allé photographier? Et elle était belle. Oui, ça. Et elle était belle. Parce que moi, j'ai quelques photos, là, quand je les montre à Claudine, je me dis, oh, la modernité de Brigitte Bardot. Quoi. Tu l'as photographiée à quelle occasion? Ou comme Bardot, ça, un peu Follet, quoi, bien sûr. Follet, bien sûr. Je n'avais pas de rendez-vous avec elle, moi.
On a publié cet été dans notre magazine Légende une photo de Pelé incroyable que tu as prise. C'est dans les douches, il est nu dans les douches. Oui. Et toi, tu arrivais jusque-là. Mais oui, mais j'avais l'impression qu'à cette époque, elle est cadrée de telle manière que... Oui. Oui, ça c'était. Oui, tout le monde m'a dit, mais c'est impensable une photo comme ça. Ah oui, Mbappé, on ne peut pas le photographier comme ça, c'est sûr, aujourd'hui. Raymond, qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo pour toi? C'est une photo à la fois qu'on ne peut pas recommencer et à la fois qui dit tout du moment où elle a été faite. Je ne sais pas. C'est un plan séquence. Moi, je sais que quand j'ai fait un film sur l'Afrique, là, j'étais un peu en Éthiopie et je me suis aperçu que les Éthiopiens, ils avaient tous sur eux ce qu'ils appellent des rouleaux, parce qu'il n'y avait pas de photos à l'époque. Et donc, ils avaient tous un dessin de leur famille, de leurs parents, de leurs enfants, etc. Enroulé dans un papier. Un rouleau. Et donc, Salomon avait dit, ça porte chance. Ouais. C'est l'image qui est talisman. Donc, l'image est un talisman. Donc, on nous disait, non, volez pas des images des gens en Afrique. C'est complètement faux. Et les images qu'ils ont, qu'ils gardent sur eux, c'est un peu comme nous. C'est comme ça que nous, on a gardé les gens chers qu'on aime bien sur nous, dans notre porte-monnaie. Ça vient de Salomon. C'est formidable, hein, oui. Du temps de la reine de Saba. Oui. Et les Éthiopiens te racontent plein d'histoires comme ça. On a toujours l'impression qu'on les a imités. Donc je crois que tout ça vient que du fait, moi je trouve ça formidable, ce qui se passe en Éthiopie, tout ça, que la photo soit un talisman qui protège contre le mauvais sort. Donc ça, c'est important. Donc pour moi, une photo, c'est peut-être ça. Un talisman qui protège contre le mauvais sort. Peut-être qu'on va s'arrêter là et te dire merci, cher Raymond. Merci beaucoup. Merci infiniment. Dans le prochain épisode, Éric Fotorino recevra l'immunologue et directrice de l'Institut Pasteur, Yasmine Belkaïd. Cette conversation vous est proposée par le 1 Hebdo, un hebdomadaire qui depuis 10 ans traite d'une grande question d'actualité en rassemblant plusieurs points de vue, plusieurs regards. Cette aventure de presse unique en son genre est née d'un besoin d'ouverture à la réflexion et à l'intégration des savoirs dans une époque toujours plus complexe où débattre avec nuance est devenu difficile. Nous vous donnons rendez-vous chaque mercredi en kiosque pour vous proposer de vivre notre époque sans la subir à travers la plume d'écrivains, de chercheurs de tous horizons, d'illustrateurs, de poètes et bien sûr de journalistes. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette belle aventure de presse libre et indépendante en vous abonnant sur le 1hebdo.fr.